Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et pour une fois on ne va pas trop s'attarder sur l'intro et on va commencer tout de suite. Je commence donc par une nouvelle saga, il s'agit du tome 1 du clan Flaherty ou Faherty, je ne pourrais plus vous dire exactement. Donc La Terre du Sorcier de Raliza Mathilde, publié chez MXM Bookmark. Je l'ai lu en format électronique, donc photo ici que je trouve plutôt une couverture assez sympa, mais MXM Bookmark a tendance à faire des couvertures vraiment sympas. Je l'ai commandé en format papier, donc je le recevrai d'ici quelques temps, mais au moins celui-là il sera pas dans ma pile à lire, il sera déjà lu, voilà. Déjà une bonne chose. Bref, donc ici pour rapidement vous faire le speech, on rencontre un jeune sorcier qui fuit depuis plusieurs mois ses poursuivants, donc ils seraient des méchants. On ne sait pas qui sont ses poursuivants, mais on sait qu'il les fuit depuis des mois et qu'il commence à réellement s'épuiser de cette fuite. Donc là, quand on le rencontre, il est dans une forêt, il arrive au bord d'une rivière et il va croiser des enfants qui jouent au bord de cette rivière dans la forêt. L'un d'eux va tomber dans la rivière et donc notre jeune sorcier va lui sauver la vie et en échange, le clan de cet enfant va le recueillir dans son village. Sauf que ce clan, c'est un clan de pumas. Voilà. Malheureusement pour le jeune sorcier, lui qui désirait ne seulement que s'arrêter quelques jours pour se reposer et reprendre sa fuite, bah il commence à bien s'adapter et puis il a un petit crush pour l'un des pumas du clan. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumé, je vous en dis déjà pas mal. C'est un premier tome qui se lit assez bien, qui a été agréable. Maintenant je lui ai trouvé des défauts et on va d'ailleurs commencer par cela. Alors pour moi le premier très gros défaut de ce roman, c'est qu'il ne va se concentrer que sur le village où va se passer l'action. C'est-à-dire que dans cette histoire, le clan a constitué un village au milieu d'une forêt. Voilà, au milieu d'une forêt. Et on va se concentrer vraiment sur ce clan et ce village et sur la forêt qui entoure ce village. Mais ça s'arrête là. Ce qui fait que on a un univers assez clos, assez fermé. Et du coup, on ne sait pas trop où se situer vraiment dans cet univers. Est-ce que c'est de l'urban fantasy? Est-ce que c'est de la fantasy? Est-ce que ça se passe plutôt au 21e siècle ou non? On n'en sait trop rien et j'ai trouvé que c'était très dommage. On va découvrir qu'il y a plusieurs types de sorcellerie, on n'en sait pas plus là-dessus. On va savoir au bout d'un moment qu'il y a une ville humaine en dehors de la forêt, que certains des pumas travaillent dans cette ville humaine, mais on n'en sait vraiment pas plus, ça reste extrêmement vague. Et du coup, moi je me suis sentie un peu perdue dans cet univers clos où on ne découvre rien d'autre vraiment que ce village et ce clan de pumas qui va se dévoiler petit à petit. Le deuxième gros hic pour moi, c'est que les métamorphes là-dessus, c'est très cliché. On a un univers avec des métamorphes extrêmement cliché, donc avec des métamorphes pumas, hein, puisqu'on va parler surtout des métamorphes pumas. Mais c'est pareil, on ne découvre que des métamorphes pumas pratiquement, et c'est très cliché, hein, du coup, les métamorphes pumas. Mais bon, voilà, c'est vraiment les deux gros points qui m'ont un peu embêté, notamment l'univers qui a été très embêtant pour moi. J'espère que ça va se dévoiler un peu plus par la suite. Mais dans l'ensemble, on passe vraiment un bon moment, on découvre des personnages assez sympas, notamment notre sorcier, dont j'ai déjà oublié le nom, qui va se dévoiler au fur et à mesure. On va apprendre à le connaître vraiment au fur et à mesure des tomes, enfin au fur et à mesure du tome, pardon. Et ça va être plutôt cool parce que du coup on va pas tout découvrir sur lui dans ce tome 1, on va pas tout découvrir dans un bloc et c'était plutôt cool. Et même lui ne sait pas tout sur lui-même, hein. Il y a toute une histoire derrière, il a tout un passif derrière qui fait qu'il ne sait pas tout de lui-même et c'est plutôt cool. Du coup je pense qu'on va encore en découvrir par la suite. L'originalité de ce texte du coup par rapport à ce sorcier, c'est que le système de magie est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans pas mal de romans. C'est pas le plus original, mais il y a de l'originalité dedans, puisque ici notre sorcier est un sorcier de terre, et donc il a besoin de la terre pour pouvoir utiliser la magie. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans ce système de magie, d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment pour ce personnage-là. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoilerai et ça le fait pas du tout. Mais le système de magie est assez original, peut être un peu ragoûtant par moment, hein, voilà, mais rien de dangereux, mais un peu ragoûtant. Et on découvre du coup un peu plus au fur et à mesure évidemment sur le clan en lui-même. La relation des deux personnages va se mettre en place
au départ assez doucement parce que c'est des personnages qui ne se connaissent pas, qui va s'accélérer un peu plus à partir de la moitié du premier tome. Mais j'ai trouvé que ça restait crédible et plutôt assez sympa à lire. Leur relation est très mignonne, agréable. Et à la fin, on découvre quand même des choses qui vont envoyer du plus lourd à mon avis par la suite. Et du coup, j'en attends quand même pas mal pour la suite. J'espère que ce sera un peu plus développé. J'espère qu'on va en voir beaucoup plus et j'espère que ça enverra du lourd. Parce qu'on a quand même des questions à la fin de ce tome 1 et on se dit, elles sont où les réponses? Voilà. Bref, je continue du coup par le premier tome des Brumes de Cendrelune, donc le Jardin des âmes de Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici, on est dans un univers steampunk, post-apocalyptique, dystopique, un peu tout mélangé. Donc on va suivre Céphise. Céphise est une jeune musicienne qui, lorsqu'elle avait 13 ans, a été découverte par les dieux comme quoi son père, ou en tout cas des membres de sa famille, auraient eu des pensées négatives contre les dieux qui gouvernent leur monde. Malheureusement, les pensées négatives, en fait, c'est équivaut à la peine de mort parce que, oui, les dieux lisent dans l'esprit des humains. Voilà, et dès qu'il y a une pensée négative, tout le monde quick. Bref, donc Céphise et sa famille vont subir les conséquences puisque ses parents vont être tués, son frère va être transformé en robot de l'armée des dieux et apparemment avant de ne plus être capable de penser par lui-même, c'est de la torture. Hein, alors que son petit frère doit avoir 9 ans dans l'histoire. Et Céphise, elle, ils vont être indulgents avec elle puisque elle est très douée avec un violon. Ils vont se contenter de lui couper un bras et une jambe. Et de lui mettre des bras mécaniques et une jambe mécanique. En imaginant qu'en plus avec ses bras mécaniques, ils pourront plus facilement lire dans ses pensées. Sauf que apparemment c'est pas le cas et Céphise va en profiter pour chercher à se venger. Je vous en dis pas plus pour le résumé, je vous en ai déjà dit vraiment pas mal. C'est compliqué parce que c'est un univers qui est déjà extrêmement dense, on en apprend déjà beaucoup dans ce premier tome. Et autant vous dire que pour moi, ça a été une bonne lecture. Mais ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Voilà, je sais que, en tout cas, ceux que je suis sur Booktube, pour les 3/4, ça a été un gros coup de cœur. Ça n'a pas été du tout mon cas. Hein. On l'a vu beaucoup tourner sur les chaînes. Je vous avoue que de Georgia Caldera, j'ai déjà une romance contemporaine d'elle que je voudrais lire. J'avais déjà tenté par 2 fois le premier tome des Larmes Rouges. Comment vous dire que ça avait été très dur? Voilà, les Larmes Rouges, j'ai jamais dépassé les 100 pages, les 2 fois. Parce que je m'ennuyais comme un rat mort, hein, excusez-moi du peu, mais oui, je m'ennuyais vraiment avec les Larmes Rouges. Je m'endormais à chaque fois devant, alors pour m'endormir devant un roman, il faut le faire quand même. Bref, j'avais quand même envie de tenter celui-là, et j'ai pas mal appréhendé cette lecture. Je me disais, mon Dieu, que ça passe pas comme les Larmes Rouges, parce que je ne comprenais pas l'engouement des lecteurs pour les Larmes Rouges, et pour cet auteur en général, parce que moi, je n'y arrivais pas. Forte est de constater que c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Ça reste pour moi pas le meilleur. Il y a quand même des choses qui m'ont vraiment ennuyée. Par contre, l'univers, c'est un univers de fou. Hein. Là-dessus, on va pas se mentir. Ouais, l'univers, mais c'est un univers de fifou. Il est extrêmement bien travaillé, extrêmement original, extrêmement dense, extrêmement détaillé déjà dans le premier tome, sans pour autant que ce soit trop lourd à lire et trop lourd en description. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. L'univers, il est vraiment génial. L'univers est extrêmement original, extrêmement bien fait, extrêmement génial. Voilà, il est génial l'univers. Là-dessus, on va pas dire le contraire. Il est chouette, il est vraiment chouette. On a des personnages qui vont se dévoiler peu à peu, et Céphise, qui est un personnage qui prend en assurance au fur et à mesure du tome, je trouve, qui devient de plus en plus, on va dire, vindicative et agressive, mais en même temps c'est normal par rapport à ce qui va se passer, ça va être normal, et je trouve qu'elle va être de plus en plus combative, et ça j'ai vraiment aimé. On va également découvrir le personnage de Voltaire. Moi et les prénoms, je vous assure, c'est une catastrophe. Une catastrophe, une méga catastrophe. Alors attendez, il faut que je trouve son prénom. Verlaine, voilà, Verlaine. Donc on va découvrir Verlaine, qui est un personnage qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce personnage, je trouve.
on va pas tout avoir d'un coup, mais j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Il y a un panel de personnages tout autour qui également sont assez mystérieux, cachent bien leur jeu, ne sont pas ce qu'ils pensent, enfin ne sont pas ce que nous on pourrait penser d'eux, qui en fait se dévoilent également petit à petit, ont des secrets et... Ouais, le nombre de personnages est absolument génial, les personnages sont géniaux, l'univers est bien foutu, l'intrigue est bien menée. Maintenant, il y a énormément de longueur. Pour moi, c'est très très long à démarrer déjà. Il y a un moment où je me disais, bon, ça démarre comme ça veut, c'est long, c'est très très long. Voilà, c'est très très long, c'est très long à démarrer à mon sens. Ensuite, il va y avoir tout un tas de rebondissements, de retournements de situation, et là je me dis, ouais, c'est génial. Et puis ça retombe comme un soufflet, et on s'ennuie encore un petit peu. Alors, moins évidemment que dans les larmes rouges, hein, parce que sinon je l'aurais pas terminé. Mais il y a beaucoup de longueur, je trouve que le rythme du récit est extrêmement haché. Et ça m'a vraiment ennuyé. Maintenant, vu la fin du tome 1, parce que comment on peut nous pondre une fin comme ça? Madame l'auteur, je ne suis pas d'accord. Je déteste ce genre de fin. Il nous faut la suite, vite. Je sais qu'elle va tomber au mois de mars, mais vite quoi. Je continue par une de mes sagas chouchous. Évidemment, je parle du tome 3 de Delta 200, donc une couronne de fer et d'argent de Ali Turner, publié aux éditions MXM Moukma. Vous le savez, ça a été l'un de mes gros crushs de l'année 2019 et ce tome 3 ne déroge absolument pas à la règle. Donc on continue de suivre Patrick et Jono et leur meute dans de nouvelles aventures, de nouvelles enquêtes et éviter que on les zigouille. Voilà, je ne préfère vraiment pas vous en dire plus dans ce résumé parce qu'il y a encore beaucoup de choses et en plus c'est une suite, donc ici pour vous rapidement faire court, on va avoir un univers plus développé au niveau des failles. Et on va rencontrer également des personnages du passé de Patrick qui font partie de son unité avant qu'il ne soit, entre guillemets, démobilisé de l'armée. On va avoir un développement de certains personnages qu'on a découvert dans le tome 2 un peu plus poussé. La relation de Jono et Patrick va encore évoluer. On va en découvrir un peu plus sur l'univers. Encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que il y en a plein qui leur tombent dessus, on va rencontrer de nouveaux dieux encore avec de nouvelles mythologies et ouais, c'était vraiment du bon parce que on découvre les personnages sous un nouvel angle, pardon, je perds mes mots. Mention spéciale pour Wade. Wade, c'est le dragonnet qui fait partie de la meute de Jono, un adolescent qui... Lui, il met vraiment la touche d'humour dans ce troisième tome, il est génial, ouais, il est génial, je l'ai adoré. C'est un personnage secondaire, mais il est important pour l'intrigue, il est important pour Jono et Patrick. Et il fait partie de leur meute, et il fait un peu partie de leur famille, et c'est l'adolescent de la famille qu'il faut protéger, qu'il faut éduquer, et vraiment j'ai adoré, il y a des réflexions qu'ils font pour Wade. Wade, c'est un dragon, donc évidemment... ça donne une touche d'humour. Bref, c'est que du bon. Ce roman, c'est que du bon, c'est que du bon. Je pourrais même pas être, on va dire, impartiale, parce que je suis clairement partiale. Voilà, je suis clairement partiale pour cette saga. J'ai adoré l'univers qui... on en découvre encore plus, les personnages sont géniaux, ça rebondit partout. C'est que du bon, c'est que du bon. Et du coup, je termine par la déception. Il s'agit de Stars, donc Nos étoiles perdues de Anatole, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Alors, Anatole, j'ai sa première saga dans ma pile à lire, enfin le premier tome donc, de sa saga After. Et j'ai commencé par celui-là parce que je sais pas, le résumé me faisait bien envie à ce moment-là. Donc ici on suit Kira, qui est une jeune massothérapeute qui va un jour devoir masser un soldat. Et très vite tous les deux vont plus ou moins se lier d'amitié et Kira va rapidement lui raconter un peu son passé, se dévoiler à lui et lui aussi peu à peu va se dévoiler mais beaucoup plus difficilement à elle, c'est quelqu'un de très silencieux et tous les deux voilà, vont nouer une relation parce que évidemment c'est de la romance. Comment vous dire que je me suis ennuyée, hein, voilà, ennuyée vraiment comme un rat mort. Je l'ai terminé en diagonale ce roman, je voulais le terminer. Parce qu'en fait, il se passe rien, hein, il se passe rien. On va dire que la romance se met en place
les 150 dernières pages. On va dire ça, 150 à peu près. Sachant que le roman il fait 400 pages. Voilà, les 150 dernières pages. On va avoir vraiment la relation qui va se mettre en place. Et là, tout va se passer dans les 100 dernières pages. Alors, on va avoir 300 pages où il se passe pas grand chose, même rien du tout. Où voilà, c'est plat, fade. Où on va juste suivre Kira qui arrête pas de... Je dirais presque de s'apitoyer sur son sort. Ouais, par moments elle m'a saoulée, hein, parce qu'on a l'impression qu'elle s'apitoie sur son sort. Et sur son passé, sur son ressenti. On va avoir de longs monologues, introspection de sa part. Et en plus, malheureusement, les personnages sont fades. Ils n'ont pas de relief, ou ils sont pas intéressants. Voilà, et en plus, on a vraiment tout qui se décante. Les 100 dernières pages. Donc on a 400 pages pour une histoire qui se déroule vraiment en 100 pages. Et ouais quoi, voilà. Ouais. Si un jour je lis le tome 2, je ne l'achèterai pas en format papier, je pense que je le prendrai en format électronique, ou alors en occasion, ou alors en empruntant. Mais ça fera vraiment pas partie de mes priorités quoi. Donc ouais, voilà ce que j'en ai pensé. C'est fade, c'est long, c'est ennuyeux, il se passe rien, mis à part les 100 dernières pages. Voilà, déception quoi. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture où je me suis vraiment lâchée, hein, parce que je crois que cette vidéo va être très longue. Pour 4 romans, c'est grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains des romans, dites-moi également ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.